Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un sommet Turquie-Afrique à Djibouti. 14 pays africains réunis autour du ministre turc des Affaires étrangères. Objectif pour Ankara développer ses partenariats avec le continent africain. Déjà 4e vendeur d'armes et près d'un 5e du marché de la construction. La première femme noire à être élue à la tête du Parti conservateur britannique est nigériane, née de parents nigérians ayant grandi en Afrique. Kemi Badenoch est une ingénieure de 44 ans, très conservatrice. Son portrait à suivre dans ce journal. Et le focus de ce dimanche soir vous propose une enquête unique sur une œuvre d'art manquante. Vous vous souvenez tous des 26 œuvres du trésor d'Abomey restituées par la France au Bénin, des œuvres pillées par le général Dodds au 19e siècle. Et si je vous disais qu'il en manquait, en réalité qu'il y en avait 27 et que cette dernière pièce a été retrouvée par nos invités de ce soir, Marie-Cécile Zinsou, fondatrice de la Fondation Zinsou à Ouidah au Bénin, et Pierre Firsion, journaliste à RFI qui a préparé un podcast addictif à ce sujet. Ne manquez pas ce focus du JTA. La Turquie veut développer ses partenariats avec l'Afrique. Alors ce week-end, elle organisait pour la 3e fois une conférence ministérielle sur le continent. Cette fois-ci, 14 pays africains se sont réunis à Djibouti pour échanger avec le ministre turc des Affaires étrangères, la correspondance régionale de Bastien Renouille. Si la Turquie a choisi Djibouti pour organiser ce sommet avec ses partenaires africains, ce n'est pas une surprise, puisque depuis de longues années, Ankara nourrit des relations extrêmement importantes avec la Corne de l'Afrique, notamment avec la Somalie, mais également avec Djibouti. Djibouti qui fait figure d'îlot de stabilité dans cette région et qui est sur une route commerciale extrêmement importante, à la fois pour la Turquie, mais aussi pour le reste du monde, à proximité de la mer Rouge et de l'océan Indien. Alors, lors de son séjour à Djibouti, le ministre des Affaires étrangères turque a rencontré ses homologues de 14 pays africains. Il a rappelé la nécessité de développer les échanges entre le continent et la Turquie, des échanges commerciaux qui s'élèvent à 32 milliards d'euros en 2023, alors que la Turquie a effectué 6,5 milliards d'euros d'investissement sur le continent africain sur la même période. La Turquie qui essaie de développer ses partenariats, notamment avec les États du Sahel, eux qui ont perdu des partenariats avec les pays européens, notamment avec la France depuis les putschs militaires des dernières années, eh bien, la Turquie développe ses partenariats avec ces pays, notamment avec le Niger, avec qui elle a signé un accord minier récemment. La Turquie qui essaie aussi de développer ses exports militaires au cours des dernières années. Elle est devenue le 4e exportateur d'armes à destination de l'Afrique, notamment en envoyant ses drones sur le continent. Elle s'appelle Kemi Badenoch, née de parents nigérians élevés en Afrique, et elle vient d'être élue à la tête du Parti conservateur britannique, devenant ainsi la première femme noire à occuper ce poste au Royaume-Uni. Ingénieure de 44 ans, Kemi promet de revenir aux vrais principes conservateurs, même si au Nigeria, il y a très peu de réactions. On écoute notre correspondant Moïse Gomis. Bola Ahmed Tinubu avait félicité la nomination de Kemi Badenoch en 2022 en tant que secrétaire d'État du gouvernement britannique, qualifiant son ascension de météorique. Désormais chef d'État du Nigeria, aucune réaction du président Tinubu à l'élection de la politicienne d'origine nigériane à la tête des Tories. Silence identique du côté du gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, alors que Kemi Badenoch, né à Londres, a grandi jusqu'à l'âge de 16 ans à Lagos. Seul Peter Obi, parmi les personnalités majeures de la scène politique nigériane, a salué la nomination de Kemi Badenoch à la tête du Parti conservateur britannique. Le leader des travaillistes du Nigeria décrit l'émergence de la Britannique d'origine Yoruba comme une puissante démonstration du potentiel à l'échelle mondiale de la jeunesse nigériane et africaine. Peter Obi souhaite que cette nomination soit une inspiration et un réveil pour le Nigeria et sa classe politique en termes, je cite, de compétences, intégrité, capacité et inclusion. Fin de citation. De nombreuses Nigérianes et de nombreux Nigérians ont bien exprimé leur fierté sur les réseaux sociaux. Néanmoins, Kemi Badenoch, chef de file de l'opposition au Royaume-Uni, est loin de déclencher les passions ici, au Nigeria. On reste justement au Nigeria où plus de 60 000 personnes ont été déplacées à cause des inondations dues aux pluies diluviennes, un phénomène issu du changement climatique qui s'étend à toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. La crue du fleuve Niger a détruit plus de 60 000 hectares de terres agricoles. Aurélie Coumont.
Le regard dépité, Fatima Biliaminou constate les dégâts d'une énième inondation qui a submergé sa maison après le débordement du fleuve Niger. Cette eau nous dérange ici. Nous avions l'habitude de faire nos valises et de laisser beaucoup de choses derrière nous. Parfois, nous n'avions même pas la possibilité d'emballer tous nos biens. Chaque année, les pluies diluviennes poussent des milliers de Nigérians à fuir leur foyer. Le phénomène ne cesse de se reproduire et les habitants n'ont nulle part où aller. Il n'y a pas d'argent pour déménager. C'est pour cela que je suis ici. Si je le pouvais, je ne resterais pas pour souffrir chaque année. Dans ce camp qui accueille régulièrement les sinistrés de la région, les médecins bénévoles s'inquiètent des conséquences sanitaires désastreuses pour la population. L'eau ne se retirera pas immédiatement. Il en restera toujours et les moustiques vont se reproduire. C'est pourquoi nous avons fourni des moustiquaires pour que les personnes vulnérables puissent être protégées contre le paludisme. L'Afrique est responsable de seulement 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, le continent est l'un des plus impactés aux conséquences du réchauffement climatique. En 2022, un fonds pertes et dommages a été créé lors de la COP27 pour aider les pays en développement à faire face à ces catastrophes, mais il n'est pas encore opérationnel. Et en Ouganda, c'est au moins 14 personnes, dont plusieurs enfants, qui ont été tués par la foudre dans un camp de réfugiés. Samedi soir, une cinquantaine de réfugiés s'étaient abrités dans une église de fortune dont le toit était en métal du camp de Palebek dans le nord-est du pays lorsqu'un violent orage a frappé. Le film du réalisateur franco-béninois Simon Moutaïrou, Ni chaîne ni maître, a été projeté en avant-première ce samedi dans un cinéma dakarois. Ce film raconte justement une histoire de refus de l'esclavage par le peuple wolof du Sénégal. Des centaines de cinéphiles ont assisté à la projection. Le réalisateur a exprimé son enthousiasme à notre correspondant au Sénégal, Eliman Dao. Écoutez. Une immense fierté, un immense honneur. On est sur la terre d'hommes et de femmes qui m'ont énormément inspiré. Pour ne en citer que quelques-uns, Semben Ousmane, Khadi Silla, Mohamed Bougarsar. J'ai une histoire personnelle et artistique très forte avec le Sénégal. Je suis moi-même franco-béninois, Yoruba de sang, mais panafricain de conviction. Et j'avais vraiment hâte de présenter le film au public sénégalais. Évidemment, l'esclavage est loin de résumer notre histoire. On va parler des royaumes africains, mais quand on va parler d'esclavage, on va rappeler qu'à chaque fois, il y a eu marronnage. À chaque fois, il y a eu insoumission. À chaque fois, il y a des hommes et des femmes qui ont dit non. Et je veux leur rendre hommage par ce film. 15 000 participants au Festival international des sports extrêmes au Gabon. La Baie des Rois à Libreville a accueilli sur 3 jours les amoureux et curieux autour du skateboard, du roller et autres breakdance. Un moment idéal pour justement les amateurs locaux de tester leur endurance physique et d'apprendre de l'expérience des athlètes internationaux. Ismaël Obiangze. Pour cet incontournable rendez-vous des sports urbains, athlètes locaux et internationaux étaient sur le skatepark de la Baie des Rois, futur quartier d'affaires de Libreville. Il y en avait pour tous les goûts, le roller, la trottinette, le skateboard, le BMX freestyle ou encore le basket à 3. 3 jours durant, l'événement a enchaîné des shows artistiques, des stages d'initiation pour amateurs et des mini-compétitions. À l'arrivée, une remise de distinction pour les participants devant un public visiblement marqué par les prouesses des compétiteurs. Je vous propose d'écouter ici Emmanuel Edan, directeur général de la façade maritime du Chant Triomphal, principal organisateur du FIS de Libreville. C'est de permettre à la jeunesse gabonaise de pouvoir se côtoyer avec des champions olympiques, des champions du monde de ces sports-là, de bénéficier de leur encadrement, de la formation et pour pouvoir se projeter plus tard sur des compétitions africaines et mondiales. Anthony Merdel et Marcel Tifou, 2 professionnels du skateboard, Carlotta Dudek, française d'origine cubaine, ont fait sensation à Libreville. La championne de France 2021 de breakdance a d'ailleurs confié sa soif de partager un peu de son savoir à la pépinière des sports urbains du Gabon. Le but, c'est justement de pouvoir échanger avec un maximum de monde, leur donner le goût comme moi on m'a donné le goût justement pour la danse, pour vibrer. Et c'est grâce à ça qu'on a pu parcourir tout ce chemin jusqu'au jeu. Donc c'est important de revenir là et de danser avec les autres. Depuis la première édition l'année dernière, environ 200 jeunes ont été initiés aux sports urbains. Le Gabon ambitionne d'être le moteur des sports extrêmes sur le continent africain. Et ce soir, une fois n'est pas coutume dans le JTA, je vous propose une enquête sur une œuvre d'art.
tout le monde se souvient des 26 œuvres du trésor d'Amobé, restituées par la France au Bénin, des œuvres pillées par le général Dodds au 19e siècle. Et si je vous disais qu'en réalité, il y en avait 27 et que cette dernière pièce a été retrouvée par nos invités de ce soir, Marie-Cécile Zinsou, fondatrice de la Fondation Zinsou à Ouidah au Bénin, et Pierre Firsion, journaliste à RFI, qui a préparé d'ailleurs un podcast à ce sujet. Merci à vous deux d'être là dans le JTA de France 24. C'est un plaisir de vous recevoir. Marie-Cécile, je commence par vous. Cette histoire rocambolesque, vous me l'avez racontée. C'est d'abord une histoire d'enquête. D'abord, peut-être pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert cette histoire et cette 27e œuvre manquante? Alors, il se trouve que la restitution est connue de tous, ces 26 œuvres qui arrivent au Bénin. Il faut reprendre en 5 minutes l'histoire et se rappeler qu'en 2006, pour la première fois, les œuvres dahoméennes qui avaient été pillées en 1892 reviennent au Bénin. La volonté du président Chirac, c'était que les œuvres viennent en Afrique et du coup, elles sont arrivées comme ça. À ce moment-là, j'organise cette exposition pour le gouvernement du Bénin. Je suis co-commissaire de l'exposition et je travaille sur les objets. Et je me souviens extrêmement bien, je prends dans mes notes l'idée que le général Dodds a rapporté 27 œuvres qu'il a remises en main propre au musée du Trocadéro. Quelques années plus tard, j'entends la déclaration du président de la République qui dit « Nous avons décidé de restituer au Bénin 26 œuvres, les 26 œuvres que le général Dodds a rapportées. » Et à ce moment-là, je me dis « Mais il en manque une. » Il en manque une. Il en manque une, justement. Pierre Firsion, vous aussi, comment vous vous êtes intéressé à cette histoire? Vous racontez d'ailleurs, je ne vais pas dévoiler le podcast, mais comment justement, en couvrant la restitution arrivée au Bénin, vous vous rendez compte justement qu'il y a peut-être un petit problème sur ça? Oui, moi je couvre les restitutions pour RFI en 2021 et je connais un petit peu Marie-Cécile et donc au détour d'une conversation, Marie-Cécile me raconte cette histoire. Elle me dit, il y aurait une œuvre manquante. Alors au départ, je suis un peu dubitatif. Je me dis, bon, c'est un peu étrange. Et puis je me dis, si c'était vrai, et si cette pièce existait vraiment, elle serait où aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été rendue avec les autres? Et donc, je vais commencer à mener cette enquête avec Marie-Cécile et avec la conservatrice d'un musée européen, en Finlande, on peut le dire. Et on va travailler pendant, du coup, 3 ans. Alors, cette enquête, en fait, je vais la faire en 2 temps. D'abord en 2021, et puis je vais vraiment la reprendre l'année dernière, parce que j'ai un projet de podcast pour RFI, et c'est là où on va vraiment partir sur cette enquête, et on va vraiment fouiller l'histoire de cette pièce manquante, et on va arriver à la retrouver, à l'identifier. Alors, cette œuvre, vous la retrouvez où et comment, justement? Alors, si on veut être légèrement prosaïque, on la retrouve sur le site internet du musée du Quai Branly, en tapant Dodds et en regardant quelles sont les œuvres. On n'a pas beaucoup de photos, on a quelques éléments, et voilà. Pour l'instant, c'est juste ça. Et du coup, c'est là que ça devient un peu une enquête policière pour savoir à quoi ressemble cette œuvre, quelle est cette œuvre, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé. C'est une enquête qui nous a menés quand même dans des géographies incroyables. Pas du tout seulement la France et le Bénin comme on pourrait croire, mais on est parti du coup en Finlande, à Marseille, voilà. Et puis dans des temps. Et on est parti aussi dans l'histoire. On s'est retrouvés pendant la Deuxième Guerre mondiale à essayer de comprendre ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale ou juste avant pour que cette œuvre voyage. Et c'est là que c'est devenu vraiment une enquête étonnante. Oui, une enquête étonnante. Pierre Firsion, vous justement, quelle a été la réaction des autorités béninoises de se rendre compte peut-être qu'on leur avait donné que 26 alors qu'il en manquait 27? Je pense qu'ils ont été un peu surpris quand on les a contactés. On les a contactés en fait assez récemment pour leur parler de cette histoire. Ils ont été assez surpris, mais forcément assez intéressés, parce que maintenant la question se pose. Est-ce que cette 27e œuvre pourrait regagner le Bénin et pourrait être rendue par le pays qui l'a aujourd'hui? Mais donc, je pense qu'ils ne se sont pas posé la question en se disant, bon, est-ce qu'on nous l'a caché ou pas? Et je pense que ce qui est important de dire dans ce podcast, c'est ce podcast, je pense qu'il raconte aussi la difficulté et la complexité qu'est ce sujet. Parce que ces histoires de restitution, ça peut paraître simple comme ça ne l'est pas forcément. Et dans cette histoire-là, on va s'apercevoir qu'il y a des histoires de propriété, il y a des histoires de statut des biens qui ne sont pas forcément évidentes. Et on va creuser un petit peu là-dedans aussi. Et on va s'apercevoir qu'il y a des différences sur la propriété de cette 27e pièce. Et donc finalement, l'histoire va bien se terminer. Et l'idée, c'était d'en faire, on peut dire, un peu une histoire positive. De dire en gros, finalement, cette histoire, elle va nous amener quelque part. Enfin, moi, quand je débute cette enquête, à aucun moment je pensais en arriver là.
Justement, alors on va dévoiler une partie de l'histoire, mais ça ne vous empêchera pas, je vous assure, d'écouter le podcast parce que l'histoire la plus importante, c'est évidemment tout le cheminement de l'œuvre. Donc l'œuvre, vous la trouvez donc sur le site, mais aussi, sans dévoiler, mais on sait que c'est dans un musée à Helsinki. Quid de l'œuvre aujourd'hui? D'ailleurs, peut-être qu'on peut en dire un mot de ce qu'on sait, parce que finalement, on l'a retrouvée, Dieu merci. Donc on sait à quoi elle ressemble, on la montre là. Qu'est-ce que c'est cette œuvre d'ailleurs? Ça fait partie de ce trésor-là d'Abomey, justement? Alors, cette œuvre, c'est un cataclé. C'est un petit tabouret tripode monoxyle, donc fait dans une seule pièce de bois, gravé. Et en fait, c'est une sorte de petit trône d'intronisation. C'est ce qui va permettre au prince héritier désigné de s'asseoir pendant les cérémonies, puisqu'il n'est pas dans le peuple comme le commun des mortels, il ne peut pas s'asseoir par terre, et il n'est pas encore roi, donc il ne peut pas s'asseoir sur le trône. Donc ça va servir de siège pendant cette cérémonie. Donc c'est un objet qui est très intéressant, qui est très symbolique, et qui dans notre culture veut dire beaucoup de choses, et surtout... Voilà, ça raconte encore une fois l'importance d'avoir ces objets, de les montrer aux plus jeunes, de les montrer à la jeune génération, de leur raconter. Voilà, ça fait partie de ces objets qui racontent notre histoire, et c'est pour ça que c'est tellement important de les suivre à la trace, de les retrouver. De les récupérer. Donc cette œuvre, on se rend compte que... Est-ce qu'on pouvait raconter justement, Pierre Firsion, rapidement, mais... comment cette œuvre s'est retrouvée dans ce musée en Finlande, à Helsinki? Alors en fait, c'est ce que disait Marie-Cécile. En fait, on a remonté le parcours de cette œuvre et on a remonté l'histoire. En fait, on va découvrir que cette œuvre, elle a été échangée en 1938 et 1939 par la France avec ce musée finlandais. À l'époque, les échanges entre musées, notamment entre institutions scientifiques, étaient assez généralisés. Enfin, du moins, elles n'étaient pas rares. Elles étaient assez fréquentes. Et donc, le cataclé, cette pièce-là, est envoyée en Finlande. Et la Finlande, en échange, envoie des biens finlandais et des objets samis en France. Et donc, on est avant la guerre. Un échange, une pratique assez classique, courante à l'époque. Et donc, on se retrouve... donc, on comprend assez vite pourquoi elle n'a pas été rendue, parce qu'elle n'était plus en France. Et là, après, on va s'apercevoir qu'il y a un souci par rapport à la propriété de cette pièce, à qui appartient cette pièce. Et ça, vous aurez la réponse dans le podcast. Bien sûr, mais alors, l'œuvre, évidemment, on se rend compte qu'elle a... En fait, tout simplement, le Quai Branly l'avait perdue, cette œuvre. Il ne savait plus où elle était. En fait, il était bien indiqué que l'œuvre était en échange définitif, ce qui est un concept étonnant qu'il a fallu comprendre, parce que c'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est, je pense que quand la France a dit, quand le président Macron a dit on va rendre 26 œuvres, je pense qu'il était parfaitement de bonne foi, et qu'on était vraiment sur quelque chose, l'idée de rendre l'intégralité des œuvres de Dodds. Et je pense que du coup, c'est pour ça que le Bénin aussi était très content de recevoir ces 26 œuvres, et que personne ne se sent floué dans cette histoire. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas en parler plus tôt. Je voulais pas, à ce moment-là, quand on a parlé avec Pierre, quand les œuvres revenaient, je voulais pas gâcher la fête en essayant de raconter une autre histoire. L'histoire, c'est juste que depuis 1939, cette œuvre se retrouvait avec un drôle de statut, puisqu'elle était finlandaise ou pas. En Finlande, c'est sûr. Est-ce que le Quai Branly, qui n'avait jamais eu depuis son ouverture, il faut rappeler que le Quai Branly a ouvert en 2006, donc le Quai Branly n'a jamais eu cette œuvre dans son inventaire. Donc vous voyez, ça, en fait, c'est pour ça que ce podcast, il est amusant, parce que ça nous plonge dans l'histoire des musées, dans l'histoire des échanges culturels européens, dans ce qui s'est passé quand le général Dodds a rapporté les objets. En fait, c'est une histoire qui traverse vraiment des mondes extrêmement différents, et qui nous oblige à regarder l'histoire, pas uniquement sous l'angle du droit et sous un angle strict, mais à comprendre ce qui s'est passé et comment nous, on en assume à notre génération les conséquences. Et donc, qu'est-ce qu'on invente de positif à partir de cette histoire ? Oui, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, ça pointe pas le doigt. Il s'agit pas de faire l'inventaire des responsabilités, mais justement de suivre un parcours étonnant. Bravo, justement, bravo à vous deux, parce que c'est quand même assez inédit d'avoir une telle enquête sur une histoire qu'on croit connaître, et en plus, on ne la connaît pas. Donc, merci à vous deux. Je rappelle, donc, Marie-Cécile Saint-Sou, merci beaucoup d'être venue, donc, à la tête de la Fondation qui va célébrer ses 20 ans cette année. Donc, voilà. Et présidente du conseil d'administration de la Villa Médicis à Rome. Bravo. Pierre Firsion, vous, à RFI, auteur de ce podcast en 4 épisodes, disponible dès lundi, c'est ça ? Sur RFI, dès demain. Donc, ne perdez pas de temps. Regardez, écoutez, allez sur RFI. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Beaucoup. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, d'Abomey à Helsinki en passant par Paris. Je ne sais pas si j'ai juste, mais restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça ne s'arrête même jamais, il paraît.